Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h17. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce vendredi matin est Félix Briand, secrétaire départemental des Républicains du Finistère, candidat aux Européennes sur la liste Maîtriser notre destin, liste conduite par François-Xavier Bellamy. Il a fait la route depuis le Finistère pour être là en direct avec nous dans la matinale, je l'en remercie. Première radio, tout va très bien aller. Allez, je vous rassure, bonjour. Bonjour Monsieur Hamon, merci de votre invitation et de votre accueil ce matin. Voilà, un accueil en fanfare avec Christophe Hamon également. On va parler de choses sérieuses, et évidemment, puisqu'on va parler de politique et on va parler d'Europe. On a reproché à François-Xavier Bellamy de parler plus de la France que de l'Europe. Est-ce que vous vous inscrivez en faux lorsque l'on dit ça ? Non, je pense que la campagne de François-Xavier Bellamy, elle parle surtout aux Français. Et elle parle effectivement aux Français de la France et de la place de la France en Europe, puisqu'on considère, nous, l'Union européenne comme un levier pour défendre les Français et défendre les intérêts de la France dans l'Union européenne. Malheureusement, on voit que l'actualité aujourd'hui, elle est particulièrement chargée en France, dans nos outre-mer, et les sujets d'insécurité aujourd'hui, qui c'est vrai ne sont pas directement des sujets européens, touchent énormément les Français. Et j'aimerais, si vous me le permettez, commencer cet entretien en rendant un hommage appuyé au gendarme qui est décédé hier en Nouvelle-Calédonie et qui était originaire de Ploudaniel, qui est un village à 2 km de chez moi, à l'Esnevin. Et c'est une nouvelle qu'on a appris hier dans la soirée, qui a évidemment produit un fort émoi dans le pays du Léon, dans le nord du département. Et on voit donc que cette actualité qui pourrait parfois nous sembler un peu lointaine, on parle d'une île entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et ben ça a un impact direct aussi chez nous en Bretagne. Et si je puis continuer justement sur cette crise qui touche les Français, j'étais hier en porte-à-porte à l'Esnevin et on m'a beaucoup parlé de la crise calédonienne et je pense que les Français s'y intéressent parce qu'elle est aux confins de 3 grandes crises que l'on connaît aujourd'hui en France. D'abord, cette crise, elle est l'image et l'illustration de la crise de l'insécurité qui traverse notre pays. On est là devant une situation d'impréparation totale de la part du gouvernement. C'est-à-dire que ça fait des semaines que l'on sait qu'un texte un peu sensible sur le sujet calédonien va être voté au Parlement. Rien n'a été fait sur le terrain, dans l'île, en termes de renforts policiers, de gendarmerie, pour prévenir de potentiels soulèvements. Et on laisse aujourd'hui les gendarmes sur place livrés à cette situation de violence et d'exaction qui laisse non seulement les gendarmes et les Calédoniens dans un niveau d'insécurité très important. Première crise, insécurité. Deuxième crise, c'est, je crois, une crise du communautarisme. Et on voit là encore une fois la responsabilité de l'extrême gauche. L'extrême gauche qui, il y a quelques semaines, jetait de l'huile sur le feu entre les communautés en France sur le fondement de la crise qu'on connaît en Israël et qui aujourd'hui vient par les mêmes mécanismes jeter encore une fois l'opprobre sur entre des communautés et à des visées électoralistes qui éloignent encore davantage une partie de la gauche de l'arc républicain, véritablement. Et enfin, une troisième crise qui illustre la situation en Nouvelle-Calédonie, selon moi, c'est la crise de l'influence française. Et c'est là où l'Europe, selon moi, peut avoir son importance. C'est qu'on est aujourd'hui tributaire de puissances étrangères, on parle de l'Azerbaïdjan, on parle de la Chine, de la Russie, qui entretiennent ces crises-là. On l'a vu avec l'Iran récemment, avec le Hamas, avec les étudiants de Sciences Po, par exemple, dont les posts sur les réseaux sociaux étaient repris par les dirigeants iraniens. Aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, c'est l'Azerbaïdjan, la Russie, la Chine qui sont derrière en partie derrière cette mobilisation. Ils sont repris par l'extrême gauche et face à ça, l'Europe comme puissance, elle doit pouvoir apporter une confrontation en termes de valeurs face à ces puissances étrangères. Alors ces puissances étrangères, on pense à la Chine qui est très silencieuse sur la question, mais qui vise le Caillou. Alors le Caillou, c'est le nom que l'on donne à la Nouvelle-Calédonie, parce qu'il y a aussi une des plus grandes réserves mondiales, c'est la deuxième je crois, de nickel. De nickel. Tout à fait. Est-ce que l'influence de la France
là on parle de la France puisque c'est un territoire français. Est-ce qu'aujourd'hui la France a perdu justement de son influence dans ses outre-mer? En tout cas, on le voit en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que on est en train de perdre une influence peut-être de protection de nos outre-mer, mais aussi une influence politique, diplomatique et économique? La France est en train de perdre son rang. C'est Anémone Giscard d'Estaing qui, dans une interview il y a quelques semaines, faisait ce constat. Et je crois qu'il y a beaucoup de Français qui le partagent, qui le sentent au quotidien. Et en effet, on a cette chance en France d'avoir le deuxième espace économique maritime dans le monde. C'est un véritable atout en termes de capacité de projection à l'international. Et vous le disiez, la Nouvelle-Calédonie, c'est 30% des réserves de nickel au monde. C'est un territoire qui a quelques encablures de la Chine et qui est particulièrement convoité par des industriels chinois. Et si demain la Nouvelle-Calédonie venait à avoir son indépendance, ce que les Calédoniens ne souhaitent pas, à 3 reprises, il faut quand même le rappeler, les Calédoniens ont choisi la France, ont choisi de rester français. Si demain la situation venait à changer, la Chine serait évidemment aux premières loges pour déloger l'affluence française, mais qu'on voit également s'affaiblir en Afrique, par exemple, depuis 7 ans en particulier. Avec la possibilité pour la Chine aussi de peser au niveau géopolitique, géostratégique. On sait que les rapports entre la Chine et les États-Unis sont compliqués. Avec l'affaire de Taïwan, puisque la Chine revendique Taïwan, la Chine pourrait évidemment créer une base arrière quelque part sur le caillou et augmenter son influence sur cette zone toute proche de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Tout à fait. Et je reviens, je rebondis sur votre remarque pour revenir sur le sujet européen. Véritablement, le sujet chinois que vous venez de mettre en avant, il est un des sujets clés aujourd'hui pour l'Europe. Il y a quelques semaines, François-Xavier Bellamy, qui est notre tête de liste pour la droite, les Républicains au Parlement européen, a fait l'objet d'une cyberattaque sur ses comptes email et de travail au Parlement européen. Il a porté plainte d'ailleurs. Il a porté plainte, tout à fait. On voit que quotidiennement, en France comme à l'échelle européenne, nous sommes la cible de cette influence-là et de ces puissances étrangères. L'Europe ne se défend pas suffisamment. La France ne se défend pas suffisamment. Il faut qu'on ait une véritable politique de défense commune. Je ne crois pas à l'armée européenne. Je pense qu'une armée, c'est l'armée d'une nation. On doit. Je crois pas à l'existence d'une nation européenne. Je pense que c'est une coopération entre les États membres de l'Union européenne qui doivent nous permettre, en particulier sur les investissements dans l'industrie de défense. On est sur l'Europe des nations, l'Europe de De Gaulle finalement. On reste fidèle à Lénine gaulliste. Tout à fait. Moi, je suis fier de faire partie d'être membre d'un parti politique qui s'inscrit dans cette ligne sociale gaulliste. Et donc, je crois, oui, à cette coopération et en particulier dans l'investissement dans l'industrie de défense. François-Xavier Bellamy a été un des eurodéputés qui a porté le projet d'un fonds de défense à l'échelle européenne. Il faut aller plus loin parce qu'aujourd'hui, malheureusement, 80% des armes qui sont achetées par les pays de l'Union européenne sont achetées ou à la Corée du Sud ou, en majorité d'ailleurs, aux États-Unis. Il faut que ça change. On voit avec l'Allemagne et la Belgique qui se tournent vers les États-Unis pour leurs avions. Tout à fait. Moi, je ne m'en satisfais pas et nos candidats non plus. Et il faut pouvoir changer les règles européennes pour avoir un véritable protectionnisme de défense européen. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un véritable piège puisqu'on voit le dégagement des États-Unis de leur place de parapluie dans l'OTAN, puisque tout à fait. On a entendu Donald Trump qui s'est exprimé menacé de quitter l'OTAN. Il faut renforcer ce pilier européen dans l'OTAN et concrètement, ça veut dire quoi? Augmenter les budgets. Voilà, augmenter les budgets. On est à 2% du PIB en France, il faut monter à 3% et il faut inciter les pays européens à faire de même.
Alors, on a une Europe aujourd'hui qui est fragile, qui est à la merci des attaques. On parle d'Europe de la défense, oui. On le voit avec ce qui se passe en Ukraine, la Russie qui grignote toujours un peu de terrain ukrainien. La diplomatie est un peu à la peine, la diplomatie européenne, et on a une grande recomposition géopolitique. On parlait de la Chine à l'instant, mais il y a également l'Afrique qui monte en influence. Là aussi, la Chine n'est pas loin, la Russie n'est pas loin non plus. Vous avez cité Donald Trump qui pourrait revenir aux affaires aux États-Unis. Donc, une recomposition géopolitique, on a l'impression que l'Europe n'est pas armée dans le sens diplomatique du terme, mais dans le sens politique du terme. Je crois qu'elle ne l'est pas parce que nos intérêts sont parfois aussi divergents. Vous parliez de Taïwan, 40% des voitures que produit le groupe Volkswagen sont vendues en Chine. L'Allemagne a une dépendance accrue envers ses exportations vers la Chine. C'est pas le cas de la France. Demain, vous parliez de Taïwan. Si la Chine venait à envahir Taïwan, les sanctions que les pays européens pourraient prendre à l'encontre de la Chine, elles seraient différentes entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne a une balance commerciale particulièrement déficitaire avec la Chine. La France, c'est pas son cas. On serait beaucoup plus à l'aise pour sanctionner le gouvernement et les dignitaires chinois que pourrait ne le faire l'Allemagne. C'est cette coopération-là et c'est cette coopération qu'il faut renforcer malgré nos intérêts divergents et je pense qu'il faut renforcer notre marché commun pour faire que nos grandes puissances européennes soient en général moins dépendantes des quatre vents du marché international pour renforcer cette influence européenne par l'Europe. Il faut relocaliser, il faut réindustrialiser. Oui. On a entendu le président Macron le dire plusieurs fois et quelques dirigeants européens, mais il faut le faire vite finalement. Alors, je crois que vous avez employé le bon terme. C'est que vous avez vous expliqué que Emmanuel Macron a dit. Emmanuel Macron a parlé, a discouru. Moi, j'entends beaucoup de gens me dire « Ah, mais moi, Emmanuel Macron, c'est le plus européen des chefs de file, puisqu'il est presque candidat aux élections européennes. On entend peu sa tête de liste, finalement. Il a décidé de rentrer dans la campagne. » Je crois que on est dans une des raisons du désamour des Français pour la politique et du manque d'attrait pour cette campagne, elle vient du fait que depuis maintenant 7 ans, on décorrèle les discours des faits. Et je crois que nos dirigeants, et en particulier nos dirigeants de la République En Marche, ont perdu l'exigence du résultat et du faire. Ils sont trop loin du terrain, finalement. Ils sont trop loin du terrain. Je pense que c'est une des raisons. Et là, par exemple, on nous a vendu en grande pompe à Versailles les 15 milliards d'investissements étrangers qui sont venus, qu'on a accueillis là cette année en France. Le Choose France. Le Choose France, en bon français. Moi, je m'en désole. Parce que, en fait, le Choose France, c'est quoi? C'est 15 milliards d'euros d'investissements venus de l'étranger qui viennent racheter nos usines, racheter notre capacité de production. Alors, on avait des investissements étrangers il y a 15 ans sur notre dette, ensuite dans l'immobilier, en particulier à Paris. Aujourd'hui, c'est nos usines, c'est nos emplois, c'est nos outils de travail qui sont rachetés par l'étranger. Moi, je m'en satisfais pas. Et moi, j'espère qu'on puisse retrouver dans ce pays un capitalisme français, c'est-à-dire permettre à ce que l'épargne des Français soit suffisamment rémunérée pour investir dans nos outils de production nationale. Donc je ne me satisfais pas de voir nos emplois rachetés par des entreprises étrangères et je pense que sur l'Europe, Valérie Haye a commencé sa campagne en disant que c'était la plus européenne des candidates. Encore une fois, sur les faits, quand on regarde le soutien de la France à l'Ukraine. Être européen en 2024, c'est soutenir l'Ukraine, qui est l'armée européenne aujourd'hui, qui mène le combat face à ces puissances qu'on décrivait tout à l'heure. Qui est à la peine, cette armée ukrainienne. Qui est à la peine et qui appelle à ce que les puissances européennes lui donnent des armes, lui livrent des munitions. La France est derrière l'Australie. L'Australie livre plus d'armes et de munitions en Ukraine que la France. Le faire, le dire. Sur l'Europe et sur la politique budgétaire, vous savez que les 3%, c'est un critère de cohérence budgétaire fixé par le traité de Maastricht.
On est à 5,5%. Il y a eu un Le dérapage faire, énorme. le dire. Voilà. Il y a eu un dérapage énorme au niveau budgétaire. Aujourd'hui, on voit une forme d'austérité qui se profile à l'horizon, en tout cas en France. Austérité qui va toucher les plus faibles ou les classes moyennes. Toujours les mêmes. Voilà. Toujours les mêmes. Est-ce que, vous qui êtes de droite chez LR, Oui. est-ce qu'il faut introduire un petit peu plus d'État? Est-ce qu'il faut aussi, peut-être, en tout cas dans l'économie, est-ce qu'il faut peut-être aussi changer le ruissellement dont on a tant parlé, j'allais dire changer un peu le sens du ruissellement et faire appel à la solidarité nationale, je vais y arriver, des grandes entreprises dont on dit qu'elles font beaucoup de bénéfices, on pense à Total par exemple. 46% de la richesse nationale, du travail des Français, part aujourd'hui dans le budget de l'État. On était le deuxième, derrière le Danemark, pendant longtemps, on est passé premier au monde. C'est-à-dire qu'on a le niveau de prélèvement obligatoire le plus important au monde. 46% de la richesse des Français. Et malgré ça, quand on veut se faire soigner, on n'y arrive pas forcément bien. Quand on veut emmener ses enfants à l'école, on ne fait que être les spectateurs d'un nivellement du niveau général d'enseignement, malgré le boulot des profs qui sont pas assez payés. Quand on a besoin de rétablir l'ordre dans un département ou un territoire en France, bah, ça prend des jours. Et malgré le taux d'imposition et les taux d'imposition qui sont exorbitants en France. Donc moi je crois pas à plus d'impôts, je crois à un denier public qui est tout simplement mieux utilisé. Aujourd'hui vous avez 30% de la masse salariale de l'éducation nationale, par exemple, qui n'est pas devant un prof, qui n'est pas devant une classe, tant pour moi. Voilà, qui est plus dans l'administratif. Dans l'administration administrante. Là, c'est pour moi le grand vide de ces 7 ans-là du pouvoir d'Emmanuel Macron. C'est une véritable réforme de l'administration et de l'État. On nous avait promis 150 000 fonctionnaires en moins en 2017. On est à plus 60 000. Et moi, j'aimerais, en vous parlant de ce bilan, adresser un message à l'électeur de droite, en mettant le doigt sur justement le résultat. J'appuie sur ce mot puisque c'est ce qui compte, et je crois que En Marche a perdu cette boussole du résultat et du faire. Le résultat de la politique d'Emmanuel Macron depuis 7 ans, c'est ça. 60 000 fonctionnaires de plus, 46% du PIB qui part en impôts, et pourtant des services publics qui se délitent dans le quotidien des Français. Ce n'est pas une gestion convenable du denier public. L'argent des Français, il est important et il doit pouvoir être utilisé à bon escient. Ces gens-là ne sont pas des bons gestionnaires. Et c'est véritablement pas un bilan de droite. On évoquait tout à l'heure à demi-mot le général de Gaulle. Est-ce qu'il faut revenir là encore, à peut-être un peu plus d'État dans le fonctionnement de la France, dans le fonctionnement de ses administrations? Est-ce qu'il faut revenir au fameux plan? On a eu des plans qui se sont succédés. Est-ce qu'il faut revenir à cet État qui donne les grandes directions? Est-ce qu'on a perdu justement cette idée des grandes directions, des grands dessins pour la France? Oui, je pense. Je pense que les Français s'épuisent de la politique à la petite semaine et qui est véritablement encouragé par ce tango infernal qui donne le tournis à tout le monde entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Là, on est dans une campagne européenne. De quoi on nous parle? D'un potentiel débat entre les deux candidats à la présidentielle d'il y a 2 ans. C'est complètement... C'est peut-être un peu prématuré. C'est complètement prématuré et c'est complètement hors sujet. Je pense... Moi, je vais vous dire, je suis fier d'être adhérent d'un parti politique qui a l'ambition d'apporter une véritable alternative. Et moi, je suis dans ce parti depuis 12 ans. J'ai gravi tous les échelons. Moi, j'ai commencé militant dans... Vous avez commencé très jeune. Oui, j'ai commencé à 16 ans. Et donc, je commençais sur les marchés à distribuer des tracts. Et puis, on m'a donné l'investiture pour que je sois candidat aux élections législatives. Et aujourd'hui, je suis candidat sur la liste des Républicains. Ça fait donc 12 ans que je gravis les échelons de ce parti et que je le vois changer. Et que je le vois préparer cette alternance que je crois beaucoup de Français, en particulier de droite, attendent. C'est une responsabilité que nous avons et à laquelle nous attelons. Et pour être concret, il change à la fois sur le fond et sur la forme. Sur le fond, j'en veux pour preuve, par exemple, un sujet qui m'est cher et qui est cher à beaucoup de personnes de ma génération. J'ai 28 ans, l'environnement. Il y a 5 ans, le programme d'LR aux élections européennes, c'était 2 pages sur l'environnement. Bon,
Aujourd'hui, c'est un chapitre entier du programme. Et nous, quand on construit un chapitre entier sur l'environnement en Europe, on n'est pas en train de se calquer sur le mélenchonisme militant, décroissant, anti-agriculteur. Non, on construit un programme sur les questions écologiques qui permet des investissements dans la croissance technologique, puisqu'on pense que c'est par le progrès qu'on va s'en sortir, et qui apporte, qui est fondé sur une philosophie d'une écologie positive contre une écologie punitive. Donc sur le fond, notre parti, il est en train de changer, il est en train de bosser. Et puis sur la forme, sur les personnes qui incarnent cette liste, par exemple là, aux élections européennes. Vous avez dans les 5 premiers 4 candidats qui ne sont pas actuellement députés européens, dont 2 qui sont issus de la société civile. Bon, vous avez notre tête de liste, François-Xavier Bellamy, qui a 38 ans, qui est prof de philo, qui est dans les 10% des députés européens qui bossent le plus en commission, sur les amendements, sur sa présence pendant les votes. Il est parmi ceux qui travaillent le plus. En deuxième position, vous avez Céline Imar. Alors Céline Imar, elle a 41 ans, elle est agricultrice dans le Tarn. Et Céline Imar, quand elle a commencé la campagne, on a appris chez les Républicains à la découvrir, et on l'a tout de suite trouvée très pertinente, parce que très concrète, elle est agricultrice elle-même, et donc, pour vous raconter un peu les coulisses de la campagne, on se l'arrachait. C'est-à-dire que toute notre fédération, tous nos départements souhaitaient absolument la voir pour faire campagne avec nous. Et en fait, elle n'était pas vraiment disponible parce qu'elle elle faisait ses semis, elle bossait. Et je pense que... La réalité. Voilà. Et ça, c'est la véritable force du renouvellement du personnel politique à droite, c'est qu'on part du terrain. Cette femme-là, elle travaille. Bon, ça y est, ça fait 10 jours qu'elle a terminé ses semis. Elle est à plein temps aujourd'hui dans la campagne. On compte sur elle pour mener campagne. Et en troisième position, le général Gomard, 38 ans d'uniforme, ancien patron des forces spéciales, ancien patron du renseignement militaire, qu'on a reçu à Brest il y a 10 jours, et qui, en pleine justement crise ukrainienne dont on parlait tout à l'heure, et dans ce grand dérèglement des équilibres mondiaux, doit pouvoir arriver au Parlement européen pour apporter cette expertise qui est la sienne. Et puis enfin, et je m'arrête là sur la liste parce que je vais pas vous faire les 81 noms, mais sur les 4 premiers et la quatrième candidate qui est en place éligible sur la liste, elle a, je crois, pour nous Bretons, une importance particulière, puisqu'il s'agit d'Isabelle Le Callennec. Quelle fierté! Maire de Vitré. Maire de Vitré, conseillère régionale de Bretagne, chef de file de la droite régionale au conseil régional, qui connaît notre région plus que personne. Et qui est donc 4e sur cette liste, et qui va être la véritable VRP de la Bretagne au Parlement européen. Il faut savoir qu'en Bretagne, vous avez 10 projets par jour qui sont financés ou cofinancés par l'Union européenne. Cet argent-là, il faut aller le chercher. Le lobbying breton, et j'assume le terme de lobbying breton, qu'il faut faire devant la Commission européenne, au Parlement européen, sur les sujets de PAC, sur les sujets de pêche, sur les sujets d'aménagement du territoire. Des dossiers compliqués, complexes. Bien sûr, des sujets véritablement techniques. Une Bretonne qui va porter cette voix de la Bretagne au Parlement européen, c'est une chance inouïe pour notre territoire et pour notre liste. Donc moi, je suis en position non éligible sur cette liste, mais je suis particulièrement fier de faire campagne pour Isabelle Le Callennec, pour qu'on puisse avoir une Bretonne demain qui puisse défendre nos élus, nos pêcheurs, nos agriculteurs, nos présidents d'associations, les Bretons, demain à Bruxelles. Alors, il y a toute la question des territoires. Aujourd'hui, on entend plusieurs thèses qui s'affrontent. L'Europe des nations, on en a parlé tout à l'heure, et puis l'Europe fédérale. Je devine à demi-mot votre réponse, mais est-ce que on peut imaginer demain une Europe qui bascule, qui devient une Europe fédérale, qui devient finalement une Europe des régions? Est-ce que ce serait profitable pour les régions, pour la Bretagne par exemple? Je pense que la Bretagne bénéficie de la construction européenne et de ce qu'est l'Europe aujourd'hui, en tout cas dans certaines politiques. Il y a évidemment des limites importantes. Je vous ai parlé de l'agriculture, je vous ai parlé de la pêche. Il est nécessaire que ces sujets-là soient défendus par des gens qui connaissent la réalité du terrain. Parce que l'Europe, c'est un combat. L'Europe, on y va pas pour se tourner les pouces, pas pour faire des vidéos TikTok. On y va pour défendre son territoire.
Et on y va pour défendre les Français. Et dans ce combat-là, je pense que la vraie question, c'est de pouvoir élire des députés européens dont on est certain de l'engagement et de leur force, peut-être de caractère, et aussi de leur ambition pour le pays et pour défendre les Français. Il faut de fortes personnalités. Il faut des fortes personnalités, il faut des gens qui connaissent le terrain, et surtout l'enjeu aussi dans cette campagne, c'est de faire comprendre que il faut se battre pour le quotidien des Français. Et moi, si j'ai un objectif dans cette campagne, c'est de faire rentrer l'Europe à la maison, pour faire comprendre que justement ces élus que je veux les plus combatifs possibles, et je sais que nos têtes de liste, sur la liste les Républicains, les profils que je vous ai décrits, ont toutes les capacités pour porter ces combats et pour défendre les Français. Parce que dans leur quotidien, les Français pâtissent tous les jours des décisions qui sont prises par l'Union européenne. Sur le pouvoir d'achat, par exemple, dont on parle peu pendant cette campagne, et je m'en désole. Parce que là, j'ai fait le plein en venant, vous avez dit, je viens un peu loin. 1,85 € le litre de samplon 95. On se dit qu'il y a un vrai sujet sur les prix de l'énergie. Sur la politique énergétique, l'Europe a un vrai mot à dire. Et par exemple, le bilan de la droite, là, sur le mandat qui se termine, c'est de faire en sorte que les financements européens aillent à l'industrie du nucléaire, qui a été complètement délaissé par Emmanuel Macron, allié de la gauche et de l'extrême gauche et des écologistes au Parlement européen. Même s'il y a un petit revirement actuellement. Ah bah Dieu merci, mais enfin bon, c'est mieux vaut tard que jamais, comme on dit, mais enfin quand même. Il faut quand même rendre hommage au groupe Les Républicains au Parlement européen qui n'a jamais dévié. Et c'est pas le cas en particulier du Rassemblement national. Vous les écoutez en 2012, Marine Le Pen, elle crie des cris d'orfraie parce que non, c'est dangereux, parce que c'est polluant. C'est pas le cas, ils sont trompés. Et les positions des Républicains au Parlement européen ont toujours été les mêmes. Et on s'est battu pour que les financements aillent vers l'industrie nucléaire pour défendre le pouvoir d'achat des Français. C'est ce que je souhaite que puissent continuer demain nos députés européens LR au Parlement européen. Alors, il nous reste 2 petites minutes, ça va être très, très rapide. Je voulais vous entendre aussi sur la montée, justement, vous faisiez référence au Rassemblement national. La montée des intentions de vote, on donne presque 33% à Jordan Bardella d'intentions de vote dans les derniers sondages. Ça ne reste que des sondages, restons prudents, je le dis à chaque fois. LR a du mal à exister dans cette campagne. Est-ce que ça vous inquiète, justement, cette montée du Rassemblement national, que l'on donne d'ailleurs dans un sondage qui n'est pas ou peu sorti, chez nos confrères de Dauphiné, en l'occurrence, un sondage qui donne quand même presque 27 à 29% d'intention de vote pour le Rassemblement national en Bretagne. Et ça, c'est un changement politique. On n'avait pas une terre d'élection du Rassemblement national. Je pense que je parlais de ce tournis là des Français devant en particulier les discours à répétition de la Macronie. Là, les Français nous envoient, je crois, un signal pour nous dire maintenant il faut faire. Maintenant, il faut faire, et ce sentiment de ras-le-bol, je pense qu'il est directement lié à l'impuissance qui se révèle tous les jours du gouvernement et de la majorité En Marche aujourd'hui en France. Moi, ce que je veux dire à ces électeurs-là, c'est que on est dans une élection européenne. Aujourd'hui, le groupe qui compte, qui a l'influence la plus importante au Parlement européen, c'est le groupe des Républicains. C'est le groupe dont fait partie les Républicains, c'est le PPE. Il faut bien comprendre que le Rassemblement national et ses groupes, l'extrême droite est divisée en 2 groupes au Parlement européen. Ce sont les Rémi du Parlement européen. Personne ne veut travailler avec eux, déjà parce qu'ils viennent pas, et en plus ils ont une influence qui est particulièrement limitée. Ils sont seuls. Quand il faut porter des textes, trouver des compromis, ces gens-là sont absents. Un chiffre, 200 amendements en 5 ans pour Jordan Bardella, 1200 pour François-Xavier Bellamy. Si on veut des députés demain qui bossent et qui défendent la Bretagne, il faut se tourner vers la liste des Républicains qui va faire élire des députés au boulot et qui vont se battre et aller chercher avec les dents les textes et les amendements nécessaires pour défendre notre pays et notre région. Félix Briand, secrétaire départemental Les Républicains du Finistère, candidat aux européennes sur la liste Maîtriser notre destin, liste conduite par François-Xavier Bellamy, était notre invité ce matin, Première Radio. Ça s'est très bien passé. Je vous remercie. Très bien passé. Merci à vous, un vrai plaisir. Très belle journée. Merci, vous de même. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.